Bienvenue à tous. Comment anticiper aux besoins en infrastructures et en ressources pour limiter la dégradation environnementale et sociétale associée au processus d'urbanisation? Le bâtiment durable semble être la condition sine qua non, mais le chemin pour y parvenir est encore long en Afrique. Pourtant, les avantages de ce modèle de construction ne sont plus à démontrer. Quelle cartographie du bâtiment durable en Afrique analyse sur ce plateau avec Dr Beaugrain Doumong. Vous êtes ingénieur en génie civil et physicien du bâtiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être là. Alors, Monsieur Doumong, d'abord une question de terminologie pour commencer. Le bâtiment durable, comment le définir dans un contexte environnemental? Le bâtiment durable, c'est d'abord un bâtiment classique dont la vocation première, comme le bâtiment, à la base, consiste à accueillir et à héberger des activités humaines. Mais le bâtiment durable a une spécificité d'ordre conceptuel qui consiste à être pensé justement au-delà de la structure pour prendre en compte le lieu de son implantation, pour prendre en compte également le confort des usagers et les équipements et les systèmes qui l'entourent. Donc cette spécificité tient spécialement en fait de la nécessité pour le bâtiment durable de se distinguer à travers sa capacité à offrir une ambiance suffisamment confortable pour l'usager en toute saison. Alors, traditionnellement, quel est le type de bâtiment que nous connaissons en Afrique? C'est le bâtiment classique, un bâtiment construit à base de matériaux en parpaing, de ciment, en béton classique, sans forcément prendre en compte des techniques de conception qui permettent d'aller vers une optimisation du confort, une optimisation de la performance énergétique, comme on peut le constater partout là dehors. Alors, ça veut dire que ce type de bâtiment est devenu aujourd'hui rétrograde? Dire que ce type de bâtiment est rétrograde pourrait être considéré comme une insulte à ma profession ou à mes pairs, parce que cela reviendrait à postuler d'un déficit en matière de savoir-faire. Or, du savoir-faire, il y en a, et ils sont innombrables, des ingénieurs, des architectes, des acteurs de la construction en Afrique, au Togo et ailleurs, à faire tous les jours très noblement des choses complexes et dignes. Seulement, il faut noter que la difficulté aujourd'hui réside spécifiquement dans la masse critique en termes de construction qui est difficile justement à atteindre parce que sur le terrain de l'exigence, on a encore un certain nombre de kilomètres à parcourir. On a un certain nombre de kilomètres à parcourir. Est-ce dire que le bâtiment, le problème du bâtiment en Afrique est lié à l'incompétence des praticiens? Vous n'êtes pas de cet avis. Alors, comment expliquer cette situation? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'incompétence des constructeurs, je dirais davantage que les limites du bâtiment sont elles liées par contre aux insuffisances des constructeurs. L'insuffisance est l'incompétence est une des insuffisances possibles. Seulement il faut noter aussi parce que les ingénieurs, les architectes, etc. ne se valent pas. Et le fait qu'ils ne se valent pas détermine en fait le niveau d'exigence que chacun met dans la construction bâtie. Et tout ce qu'on peut constater aujourd'hui comme étant des limites relève justement, et c'est ce que je dis, des insuffisances justement de ces acteurs-là. Pourquoi? Parce qu'on assiste, et cela est un peu dommage, parfois à des constructions qui nient en fait des principes et qui mènent justement à des productions qui, là dehors, permettent de projeter cette fois-ci des ouvrages dont je défendrai volontiers que, en l'occurrence, sont des rétrogrades. Alors, face à la situation, quelle solution préconisez-vous pour renforcer cette exigence au niveau des constructeurs? Je pense qu'une partie de la solution tient à la formation et au suivi intensif des ouvriers spécialisés. Une partie de la réponse est adossée justement à leurs activités, mais à côté de cela, je m'empresse de préciser que du jour où l'obligation de résultat en matière de construction deviendra une nécessité, on réalisera non pas des avancées sensibles, mais de véritables sauts quantiques dans l'ordre de l'exigence constructive. Et aujourd'hui, comme on l'a souligné, nous parlons de plus en plus de bâtiments durables. Comment passe-t-on du bâtiment classique, comme on l'a évoqué, au bâtiment durable?
Le passage du bâtiment classique au bâtiment durable se réalise dans la nécessité d'une conception basée sur ce qu'on appelle le bioclimatisme. Donc, qui consiste à prendre en compte les réalités du site, qui consiste à prendre en compte et anticiper sur la capacité de l'ouvrage à garantir le confort de son occupant et ensuite à envisager des aménagements autour justement de l'œuvre bâtie qui concourt justement à la protection de l'environnement. Alors, Monsieur Doumong, ce n'est un secret pour personne. Nous sommes encore à la traîne, vous l'avez reconnu sur ce plateau en matière de bâtiments durables. Alors, comment on peut l'expliquer sur le continent? Je pense qu'une explication véritable commencerait par dire et à marteler que cela procède en fait d'une logique qui est encore un peu difficile, voire difficultueuse pour nous aujourd'hui, de translater d'un modèle actuel qui est celui du bâtiment tel qu'il est pensé dans sa pratique vers un modèle qui serait cette fois-ci d'ordre culturel et qui positionnerait, me semble-t-il, le bâtiment durable comme étant l'aune véritable de l'analyse de tout ouvrage bâti. Alors, à qui la faute est-elle imputable? Puisque sur la chaîne, il y a plusieurs acteurs, les ingénieurs que vous êtes, les architectes, il y a aussi le pouvoir public. La faute, je pense que s'il devait y avoir une responsabilité, elle serait partagée par tous, parce que il faut et il appartient à tout l'écosystème de la construction de contribuer à l'émergence de cette culture-là du bâtiment durable que j'évoquais. Les pouvoirs publics ont pour vocation à fixer un cap, à drainer toute une dynamique, mais il faudrait davantage s'appesantir sur la capacité des constructeurs à s'approprier les logiques de construction durable et à se mettre sur le terrain de la sensibilisation pour associer également le grand public justement à cette nécessité-là. Parce que sans cela, il sera difficile de fédérer toutes les énergies autour de la nécessité de produire le bâtiment durable en Afrique. Alors comment déclinez-vous les partitions des uns et des autres à jouer dans ce processus? Je pense que au niveau des pouvoirs publics, l'État notamment a pour vocation, en légiférant, à déterminer un certain nombre de règles, de lois, de réglementations, comme des réglementations thermiques, comme des exigences sur la pratique notamment. Les ordres, par exemple, l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, travaillant également avec l'urbanisme, etc., la météo, peuvent réussir à construire en fait un écosystème basé sur des règles qui seraient applicables et vérifiables dans le sens de la construction, ce qui pourrait justement faire écho à ce que j'évoquais tout à l'heure en lien avec l'exigence des constructeurs et la nécessité de la responsabilité qui se déclinerait justement sur le plan de l'obligation de résultat. Alors, les écoles de formation, les instituts de recherche ont aussi un rôle à y jouer. Effectivement, un rôle essentiel parce que les écoles de formation des ingénieurs et des architectes ont pour vocation à mettre sur le marché des compétences dont le service consistera principalement à produire du bâtiment. Mais aujourd'hui, avec les contextes qui sont les nôtres, la nécessité d'importer au présent le bâtiment du futur s'impose par celle qui consisterait justement à s'adapter au bâtiment durable. Et cela passe par la production des enseignements qui pourraient davantage s'appesantir sur les aspects énergétiques, sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, la conception bioclimatique, afin de renforcer en amont les compétences de ces architectes et de ces ingénieurs à l'effet justement de booster des outils, des techniques, des méthodes qui sur le terrain leur permettront d'être beaucoup plus agiles dans les contextes qui sont les nôtres. Alors, vous avez mis le distinguo entre le bâtiment ordinaire et le bâtiment durable. Le bâtiment ordinaire avec le parpaing, le béton, que nous connaissons. Alors, il se distingue du bâtiment durable par les autres matériaux qui sont biosourcés, géosourcés. En quoi est-ce qu'ils sont, à votre avis, des matériaux sûrs? Les matériaux biosourcés ou géosourcés sont des matériaux qui sont issus généralement de la biomasse ou des productions naturelles, comme la pierre par exemple pour le géosourcé, la terre également, mais aussi comme le béton de balle de riz qui importe de la matière végétale. Donc ces matériaux sont sûrs parce que vis-à-vis, et comme je l'évoquais tantôt, des réalités climatiques actuelles, ils sont les mieux adaptés pour permettre une garantie de confort pour les usagers. Alors, sont-ils en quantité suffisante pour répondre aux besoins actuels?
C'est une question qui revient souvent, mais il serait difficile de répondre à cette question à La Rochelle comme on le ferait à Cotonou, parce que les contextes sont différents et que ces contextes impliquent justement que les personnes responsables fassent des études et qui permettent justement de mettre en avant ces quantités-là. Je ne saurais exactement vous dire si, au Togo par exemple, les essences en lien avec le bois sont étudiées véritablement au sens de leur exploitation comme matériau isolant ou alors comme matériau de construction à ossature bois. Cette réalité-là est une réalité patente qui interroge spécifiquement les pays africains, alors que dans les pays développés, on a des études qui sont continuellement mises à jour et qui permettent justement de documenter et de mettre en avant un contenu qui peut servir justement à l'environnement de la construction et aux différents acteurs. Est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé de faire de la pure théorie? Alors concrètement, le villageois qui est, je ne sais, à l'autre bout du pays, qui veut s'offrir sa petite case dans son village, est-ce qu'il peut opter pour ces matériaux biosourcés, géosourcés et autres? Je pense que le propos est bien amené. C'est d'ailleurs tout le sens en fait de notre combat, notamment en matière de promotion du bâtiment et des villes durables. Les matériaux biosourcés ou les matériaux géosourcés ont pour avantage, comme je le disais, de permettre une adaptation du bâtiment à des situations climatiques qui sont extrêmes. Et les situations climatiques extrêmes sont appelées à évoluer. Les vagues de chaleur, on le constate déjà. Et la logique qui consisterait de façon systématique à miser sur le parpaing, à miser sur le béton, ne pourrait pas véritablement permettre une garantie d'évolution, de sécurité, de confort dans ce contexte-là. Raison pour laquelle ce villageois serait bien inspiré justement de s'approprier la terre, par exemple le béton de balle de riz, et il existe d'autres types de matériaux, à l'effet de produire son habitat, s'il s'interroge justement sur la capacité de cette production bâtie-là à s'adapter à des contextes qui sont évolutifs et qui nous promettent justement des considérations climatiques complexes. Est-ce que dans ces coins reculés, on a véritablement le temps de réfléchir à ces aspects que de faire face à une urgence d'avoir son toit? Oui, ce que vous évoquez, me semble-t-il, procède d'une logique qui est assez classique sous nos latitudes, qui consiste pour monsieur et madame tout le monde de d'abord penser à la solidité du matériau, ensuite à l'économie, avant d'interroger le confort. Cela nécessite justement que les acteurs qui maîtrisent justement ces matériaux-là soient en mesure justement de produire de l'information à leur destination à l'effet de mettre en avant les avantages de ce type de matériaux. Mais quand j'ai fini de dire ceci, je m'empresse également de préciser que les logiques de construction ancestrale basées sur la construction en terre étaient déjà profondément enraciné dans l'usage du bio et du géosourcé. Il nous faut justement opérer un retour vers les sources. Alors justement, quand vous parlez des matériaux géosourcés, est-ce que ça veut dire ces briques en terre? Que doit-on retenir concrètement? On va être beaucoup plus simple. C'est quoi ces matériaux biosourcés, géosourcés, en termes plus simples? Les matériaux géosourcés, c'est par exemple les briques de terre et la pierre, comme on en utilise à Palimé au Togo, mais comme je vois aussi se développer des logiques, des mouvances de promotion de ce type de matériaux-là à Dapan. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le géosourcé. Pour le biosourcé, on va faire appel à des matières végétales, comme le chanvre dans certains pays pour fabriquer du béton de chanvre, comme au Togo par exemple avec les balles de riz sur lesquelles je travaille pour fabriquer du béton de balle de riz. Maintenant, ce sont des matériaux qui ne sont pas totalement démocratisés et dont il appartient justement à qui de droit de contribuer à cela. Lesquels sont disponibles chez nous? Nous avons ici au Togo les balles de riz, par exemple, qui représentent des déchets qu'on exploite, qui, au sens de la recherche, ont démontré depuis plus de 14 ans le potentiel du bâtiment. Mais à côté de cela, on a de la terre à foison. Seulement, on fait face à des difficultés d'ordre culturel qui consistent pour certains à imaginer que c'est le matériau des riches, pour schématiser, ou alors le matériau des pauvres. Dans les deux cas, il est difficile justement d'instaurer un certain équilibre, d'où la nécessité de la production de connaissances. Utilise-t-on comment on les appelle, des isolants au Togo dans le cas de cette construction? Oui, on utilise des isolants, mais si c'était le cas,
il faudrait s'empresser tout de suite de dire que la dynamique est encore assez embryonnaire, ce qui me va encore. Mais il faut noter que il doit sans doute exister des bâtiments qui en utilisent. Mais le seul cas véritable qui pour moi est un exemple, un démonstrateur éloquent, c'est celui de la construction du nouveau bâtiment en cours qui n'est pas encore achevé de la Caisse des retraites du Togo, du côté du Golfe 3 en face de l'Université de Lomé, qui a permis justement, me semble-t-il, l'utilisation de la laine de verre. Est-ce que nos instituts de recherche en produisent? Oui, au niveau de l'école polytechnique de Lomé, il y a une cellule faite en béton de Balderie dont j'ai travaillé sur la question des performances thermiques. Mais au niveau du laboratoire qu'on appelle le centre de construction de Lomé, le CCL, de nombreuses études très intéressantes se sont davantage appesanties sur l'exploitation des épis de maïs, par exemple, dans la fabrication de panneaux qui pourraient servir à l'isolation des bâtiments. Mais il existe encore un certain fossé entre l'œuvre de recherche et son application sur le terrain. Et c'est ce gap qu'il nous faut combler. Alors, en termes d'avantages, on a parlé du bâtiment ordinaire fait à base des parpaings, du béton, qui est présenté comme un bâtiment, une infrastructure énergivore. Est-ce que ça veut dire que le bâtiment durable, lui, on n'a pas besoin de climatisation, on n'a pas besoin, il s'auto-climatise? Le bâtiment durable s'auto-climatise peut-être par la ventilation naturelle. La nécessité, dans une logique de bâtiment durable, on limite en fait l'usage de la climatisation. C'est-à-dire qu'au pire des cas, on va utiliser des brasseurs. Parce que le bâtiment durable, sur la base des aspects conceptuels et pratiques en termes de réalisation que j'ai évoqués, est un tout qui est constitué à la fois de cette conception-là, mais aussi et surtout du type de matériaux qui sont utilisés, de l'exposition, etc. Le tout dans un ensemble, comme je l'ai dit, qui a pour vocation justement à dépasser les logiques classiques pour essayer de produire le confort tout en étant, optimisé sur le plan de l'énergie, mais également tout en ayant une signature carbone qui soit extrêmement limitée. En clair, une plus-value environnementale systématique? Ce serait difficile à dire, sous réserve de la question des matériaux. Pourquoi? Parce que on pourrait s'empresser justement à l'affirmer et sans trop grand risque d'avoir tort, parce que les matériaux biosourcés, par exemple, importent de la matière végétale. Et la matière végétale, comme le chanvre, comme le béton de Balderie, a capté du carbone qu'elle conserve justement dans son usage en tant que parpaing dans le cadre de la construction, ce qui fait qu'il y a un avantage qui là est systématique. Seulement, il appartient dans les process à l'analyse du cycle de vie, si elle est réalisée sur l'ensemble de la durée de vie du matériau ou du bâtiment, de déterminer et de chiffrer véritablement ce que peuvent être les avantages. Hors ce cadre et hors celui de l'écolabel, par exemple, il serait difficile d'être totalement affirmatif sur le caractère systématique de cette plus-value-là, même si on sait qu'elle existe et que c'est démontré. Docteur Baugrain Doumong, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.